Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, un cours très important sur les streptocoques, qui est un cours à très large spectre, va-t-on dire, parce qu'on va parler de beaucoup d'espèces qui donnent des maladies très différentes. Au sein de ces espèces, je vous demande impérativement de connaître très bien les streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A. Streptococcus pyogenes, c'est le pneumocoque, c'est le minimum qu'on peut attendre de vous. Donc on va passer en revue un catalogue relativement long, et j'ai essayé de rendre ça homogène. Malheureusement, la présentation a été faite sur un ordinateur non compatible et ça s'en ressent. Donc je vous prie de m'en excuser par avance. C'est la raison aussi pour laquelle vous n'avez pas eu le poly avant. Il sera disponible dès ce soir. Bien, les streptocoques font partie d'une famille assez proche des staphylocoques qu'on a vu la fois dernière, la famille des streptococcacées, des bactéries à faible contenu en GC, bas GC%, mais avec des caractéristiques très différentes au niveau de l'aspect, au niveau de la culture. Il y a 3 genres principaux dans une famille très large. Les genres principaux, ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui, sont Streptococcus et Enterococcus. Et puis d'une grande importance parce qu'il y en a énormément dans l'alimentation. Ce sont des agents de fermentation des produits lactés très importantes, les lactocoques, qui sont l'objet d'une recherche permanente dans l'industrie agroalimentaire. Mais les 2 genres qui nous intéressent, Streptococcus et Enterococcus, sont des cocci à grammes positifs comme les staphylocoques, mais cette fois-ci en chaînette. Alors, streptos en grec ne veut pas dire chaînette, streptos veut dire crochet, parce que lorsqu'on a regardé pour la première fois les streptocoques au microscope, au lieu de voir des chaînettes, des colliers de perles, comme on les voit ici en microscopie électronique à balayage, on a vu des espèces de chaînes en forme d'hameçon, en forme de crochet. Streptos, ça veut dire crochet. Quand la résolution du microscope n'était pas suffisante, on les voyait comme des crochets. Donc, ces cocci sont en chaînettes. Ces chaînettes sont de longueur variable. Le minimum, c'est 2 éléments. Et 2 éléments, c'est un diplocoque. Et les gens qui sont très expérimentés, en fonction de la forme des cocci, bien ronds ou plus ou moins allongés, la longueur des chaînettes sont capables d'orienter le diagnostic vers tel ou tel streptocoque. Mais ça demande pas mal d'expérience. Ce sont des bactéries qui ne sporulent pas, elles n'ont pas de forme de résistance, et on va voir que leur habitat est essentiellement les muqueuses de l'homme, mais des vertébrés à sang chaud, donc un endroit assez protégé, et elles n'ont pas de forme de résistance environnementale de type spore. Ce sont des bactéries comme les staphylocoques qui sont aérobies, mais facultativement anaérobies. Elles peuvent fermenter les sucres en particulier. Et elles ont tendance, pour la plupart, à ne pas tolérer de fortes tensions d'oxygène. Elles préfèrent, non pas l'anaérobiose, mais une tension relativement faible d'oxygène, et elles poussent mieux, finalement, en atmosphère anaérobie qu'en atmosphère aérobie. Mais stricto sensu, ce ne sont pas des bactéries anaérobies strictes. Leur caractéristique biochimique essentielle, que vous devez connaître, c'est qu'à la différence des staphylocoques, elles ne produisent pas de catalase. La catalase, c'est l'enzyme qui est produit quand on met une bactérie dans l'eau oxygénée et qu'on voit se dégager des bulles d'oxygène. À partir de l'eau oxygénée, elle fait de l'oxygène et de l'hydrogène. C'est un mécanisme de défense présent chez beaucoup de bactéries comme les staphylocoques qui n'existe pas chez les streptocoques. Donc, caractéristique importante et qui se met en évidence en quelques secondes. On prend une colonie bactérienne, on la met dans une goutte d'eau oxygénée. Ça ne doit pas faire de bulles si l'on est en présence d'un streptocoque ou d'un entérocoque. La famille contient de très nombreuses espèces, une dizaine seulement d'importance médicale, avec 3 pathogènes majeurs. Streptococcus pyogenes, qui génère du pus. Streptococcus agalaxiae, qui empêche la production de lait, on verra pourquoi. Et puis Streptococcus pneumoniae, grand pathogène pulmonaire, comme son nom l'indique. Alors 3 pathogènes majeurs, mais comme souvent, maintenant vous y êtes habitués, 3 bactéries tout à fait commensales. Ces 3 bactéries vivent dans la gorge, vivent sur les muqueuses, vivent dans le tube digestif, sur la muqueuse génitale, de nombreux sujets sans provoquer le moindre trouble. Néanmoins, dans certains cas, elles deviennent des pathogènes redoutables. Vous voyez qu'une des différences avec les staphylocoques, c'est l'aspect ovoïde des cellules. Ce sont des cocci, mais elles sont beaucoup plus ovoïdes que les staphylocoques, qui avaient vraiment la forme d'un grain de raisin tout à fait sphérique. Alors on va essayer de faire clairement, pour que vous ayez une vision relativement synthétique de la famille, bien qu'il y ait de nombreuses espèces, on va essayer
de voir comment on classifie ces streptocoques. Historiquement, et c'est ce que vous verrez le plus souvent dans les publications ou dans les articles généralistes qui traitent des streptococci, c'est l'activité hémolytique des streptocoques qui est mise en évidence, ou en tout cas mise en avant. Effectivement, quand on ensemence des streptocoques à la surface d'une gélose qui contient des globules rouges, une gélose au sang, on va avoir, dans certains cas, une hémolyse, c'est-à-dire une modification de la couleur des hématies. Les hématies vont être fragilisées, plus ou moins lisées, plus ou moins abîmées. Et il y a deux types d'hémolyse. La première, la plus facile à voir, c'est une hémolyse totale. Vous voyez ici, on a fait une strie de streptocoque qui a la forme de la lettre bêta grecque. Et vous voyez que la couleur rouge des hématies a disparu, les hématies ont explosé sous l'effet d'une cytolysine. C'est une hémolyse de type bêta. Bêta veut dire hémolyse totale. Ça transparise la gélose, ça élimine les globules rouges. C'est important à connaître parce que la plupart des espèces très pathogènes présentent cette hémolyse totale dite bêta. C'est le cas de Streptococcus pyogenes, de bactéries très voisines qu'on appelle Streptococcus equisimilis et dysgalaxiae. C'est le cas du streptocoque du groupe B, Streptococcus agalaxiae. On va naturellement revenir sur tout ça. Et puis de petits streptocoques qui donnent des infections profondes, difficiles à traiter, qui sont les streptocoques du groupe Milri. Ça, c'est l'hémolyse bêta. Elle est très facile à voir. Il suffit de regarder la boîte ou de la mettre en transparence, regarder en transparence une lumière derrière, et on voit cette forte hémolyse. D'autres bactéries, d'autres streptocoques, les plus fréquents ceux-là, présentent une hémolyse qui se traduit par un verdissement au niveau des cultures, simplement. Les hématies sont abîmées, l'hémoglobine est en partie relarguée, altérée, et ça donne une coloration verdâtre. Cette coloration verdâtre, viridans en latin, et dans la terminologie la plus ancienne, elle est dite alpha-hémolyse. Donc deux hémolyses, alpha et bêta, et des groupes bactériens très différents, puisque l'hémolyse alpha est une hémolyse plutôt caractéristique du pneumocoque et des streptocoques inoffensifs qui vivent dans notre bouche. C'est aussi l'hémolyse de certains entérocoques et de Streptococcus bovis. Les anglo-saxons ont une habitude déplorable, c'est d'appeler l'absence d'hémolyse hémolyse gamma. Alors ça surprend parce qu'on lit un papier, on dit voilà, c'est une bactérie gamma-hémolytique, on s'attend à ce qu'elle présente une hémolyse. Non, gamma-hémolytique, dans les articles anglo-saxons notamment, veut dire pas d'hémolyse du tout. Ce que vous voyez en blanc ici, ce n'est pas une dégradation des globules rouges, c'est juste la couleur des bactéries, la couleur des colonies, elles sont grises sur le fond rouge. Mais il n'y a pas de dégradation. Et il y a un certain nombre de streptocoques qui ne présentent pas cette hémolyse. Donc nous on dit non hémolytique, mais parfois vous trouverez ce terme curieux de gamma-hémolytique. Alors ça, c'est vraiment une classification phénotypique de laboratoire de paillasse au premier jour de culture. Depuis 1930, il existe une classification qui est un tout petit peu plus scientifique, qui a été mise au point par une grande microbiologiste qui s'appelait Rebecca Lansfield. Et elle a fait une chose simple, c'est qu'elle a injecté différents streptocoques qu'elle avait obtenus en culture, elle les a injectés à des chevaux. Elle a obtenu une immunisation chez les chevaux, elle a prélevé le sang des chevaux, obtenu des sérums, et selon qu'elle avait injecté du streptocoque du groupe A, B, C, etc., elle a pu obtenir un réactif qui permettait d'agglutiner des bactéries en culture. Du sérum de cheval immunisé 4 mois avant par Streptococcus pyogenes, streptocoque du groupe A, eh bien, si on le met en contact avec des streptocoques du groupe A en culture, on va avoir une agglutination, les anticorps vont se fixer sur les bactéries. Elle a défini un système assez complexe, puisqu'il va jusqu'à la lettre M ou O, je crois. En pratique, en médecine humaine, seuls les groupes A, B, C, D, F et G ont une quelconque importance. Le groupe A, parce qu'il est quasiment synonyme de Streptococcus pyogenes, et ça c'est un test extrêmement simple qui se fait en quelques secondes sur une colonie. On sait tout de suite si on a Streptococcus pyogenes, si ça agglutine avec un sérum de Lansfield A. Streptococcus agalaxiae, qui est synonyme de streptocoque du groupe B. Quand je dis synonyme, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres streptocoques qui agglutinent en B, en tout cas chez l'homme.
Ensuite, dans les autres groupes, c'est un peu moins utile, ou en tout cas un peu moins discriminant, puisque par exemple dans le groupe C, il y a deux grands pathogènes qui sont Equi et Equisimilis, mais il y a certains streptocoques de bouche, comme Streptococcus mitis, qui sont aussi parfois du groupe C. Les antigènes en question sont situés à la surface des bactéries, donc facilement accessibles. Vous retenez de façon importante que les entérocoques, qui ne sont plus des streptocoques depuis 20 ans, mais qui sont quand même très voisins, agglutinent dans le système de Lancefield dans D. Donc on lit encore dans beaucoup d'articles généralistes streptocoque du groupe D pour entérocoque. C'est vraiment un abus de langage, c'est une méconnaissance de la classification. Entérocoque, c'est un entérocoque, c'est un genre spécifique. Néanmoins, ça agglutine en D. Donc retenez que strepto D, ça veut souvent dire, notamment dans de vieux articles ou de vieux documents, ça veut dire entérocoque. Il y a néanmoins un streptocoque important qui s'appelle Streptococcus bovis qui agglutine en D. On va voir tout à l'heure ce qu'il donne comme pathologie. Et puis un pathogène éventuellement émergent. Depuis 3 ans, on assiste en Chine notamment à des épidémies d'infections extrêmement graves à partir d'un pathogène du cochon qui s'appelle Streptococcus suis, comme son nom l'indique. Et Streptococcus suis donne des infections chez l'homme, notamment des espèces de syndromes du choc toxique redoutables. Et l'OMS craint tous les ans une dissémination de la maladie en dehors de la Chine. Donc retenez simplement ce nom de Streptococcus suis qui pourrait être un pathogène émergent des prochaines années. Et puis des choses plus anecdotiques, les streptocoques du groupe Milleri agglutinent souvent dans le groupe F, et dans le groupe G, on trouve 2 pathogènes importants qui sont non pas Streptococcus equi, c'est une erreur, c'est Streptococcus dysgalaxiae essentiellement, qui est un pathogène qu'on va voir là encore un peu plus tard. Alors vous avez vu donc une classification de paillasse, on regarde les boîtes, alpha-hémolytique, bêta-hémolytique, pas hémolytique. Il y a une classification en faisant des petites agglutinations sur un bout de carton. C'est pas mal, mais ce n'est pas très précis. Alors pour que vous ayez une idée plus claire, j'ai quand même été au cœur du problème, c'est-à-dire que je vous ai mis ici un arbre phylogénétique des principales espèces de streptocoques. Donc un arbre phylogénétique, c'est un arbre qui est construit sur des séquences de gènes conservés dans toutes les espèces. On a comparé ces séquences et on a regardé lesquelles étaient proches les unes des autres, quel était le degré de proximité, et ça permet d'obtenir cette espèce de dendrogramme dans lequel on s'aperçoit qu'il y a des groupes de bactéries qui sont plus proches les unes des autres, par exemple celle-ci. Plus la longueur des branches est longue, enfin plus les branches sont distantes, plus les espèces sont différentes. Okay. Donc sur ce schéma qui représente les principales espèces pathogènes, eh bien, on voit une chose, c'est qu'il y a d'abord un premier groupe, c'est le groupe de Streptococcus pyogenes, groupe A, avec Streptococcus equi, Streptococcus dysgalaxiae. Ce sont les streptocoques bêta-hémolytiques pyogènes. Je suis tout à fait désolé pour ce soulignage intempestif. Je n'ai pas fait exprès. Donc ça, c'est les streptopyogènes. On va voir, finalement, ils se comportent tous, au point de vue physiopathologique, comme Streptococcus pyogenes. Il y a un groupe très homogène, éloigné des autres, qui est le groupe des streptocoques dits Milleri, 3 espèces, Anginosus constellatus intermedius, responsable d'abcès. Et puis un groupe qui est celui des streptocoques de la bouche, alpha-hémolytique, donc viridans, parce que verdissant en latin. Dans ce groupe, il y a une kyrielle d'espèces absolument dépourvues de pouvoir pathogène. Et puis, malheureusement, un de leurs cousins très proches, ou un petit frère, qui lui a développé des facteurs de virulence et qui est le fameux pneumocoque, qui conclura cet exposé. Donc à côté de ces 3 groupes, quelques pathogènes un petit peu séparés, bovis et agalaxiae, c'est vrai qu'ils donnent en plus des pathologies un peu différentes. Streptococcus mutans, qui est impliqué dans la genèse des caries dentaires, ce qui n'est pas vraiment notre sujet aujourd'hui, mais néanmoins sachez-le, c'est un streptocoque de bouche qui pourra avoir un rôle dans la genèse de la carie. Et donc maintenant qu'on a cette vue synthétique, on va essayer de voir les 3 grands groupes, plus Streptococcus agalaxiae. Donc le premier, le plus important, celui que vous devez absolument connaître, c'est Streptococcus pyogenes, pour la fréquence de ces infections, pour leur gravité et pour leurs conséquences. C'est d'abord le premier agent d'angine bactérienne.
vous rappelle néanmoins que 80% des angines sont d'origine virale, mais les angines bactériennes sont souvent plus graves, moins spontanément résolutives et avec des conséquences possibles beaucoup plus délétères que les infections virales. Donc l'angine bactérienne, elle est traditionnellement définie comme une angine très douloureuse, fébrile et dite à point blanc, c'est-à-dire une angine érythémato-pultacée. Ce n'est pas toujours le cas, mais quand c'est typique, ça ressemble un peu à ça. Voici ici une gorge et des amygdales d'un patient qui a une angine érythémateuse, angine virale, vous voyez que c'est tout rouge. Et vous voyez ici que dans le cadre d'une angine érythémato-pultacée, on a des nappes de pus ici, des petits abcès, vous voyez les points blancs. Est-ce que vous les voyez? Oui. Vous les devinez? Les points blancs, l'enduit blanc ici. Et c'est ça qui fait la différence. Quand on a une présentation aussi typique, eh bien, il y a de fortes chances pour que ce soit une angine à streptocoque du groupe A. Alors ça, c'est la pathologie la plus proéminente, en tout cas la plus fréquente, mais ce n'est pas la plus grave. Plus grave est la scarlatine. La scarlatine est due à des souches qui produisent, en plus de leur facteur de virulence habituel, une toxine qui est la toxine érythrogène. On avait vu qu'il y avait des scarlatines staphylococciques, et bien c'est un peu le même mécanisme. Là, on a une angine également, c'est une maladie avec une incubation très courte. On a une fièvre, mais à cette fièvre, à cette angine érythémato-pultacée éventuellement, s'associe un érythème diffus, généralisé, qui sera suivi d'une desquamation. Et dans les cas graves, chez les souches qui produisent en particulier de grosses quantités de toxines, on peut avoir un véritable syndrome du choc toxique pouvant conduire à la mort du patient. Donc ça, c'est vraiment une bactérie extrêmement pathogène. C'est seulement certaines souches qui donnent la scarlatine, pas toutes. À côté de ces infections à point de départ oropharyngée, on a des infections cutanées. Les plus célèbres sont l'impétigo et l'érysipèle. L'impétigo, c'est cette pyodermite superficielle avec des croûtes suintantes, extrêmement contagieuse. C'est une maladie de l'enfance. Un enfant qui a des croûtes autour de la figure, autour de la bouche notamment, qui ne sont pas spontanément résolutives, qui transmet ça à ses petits camarades de classe ou à sa famille, a probablement un impétigo streptococcique, mais vous vous souvenez peut-être qu'à la séance précédente, on a vu des impétigos staphylococciques également. Petite image d'impétigo, voilà un impétigo assez spectaculaire, hein, c'est souvent moins que ça. Aile du nez, narine et autour de la bouche. Deuxième pathologie, elle, plus grave, c'est l'érysipèle. L'érysipèle, c'est une dermoépidermite qui se traduit par un érythème extrêmement important, c'est très douloureux, siège fréquemment aux membres inférieurs suite à une lésion traumatique par laquelle le streptocoque est entré, une petite plaie, une petite excoriation, une piqûre de rose, n'importe. C'est une maladie fébrile parce que les streptocoques qui sont dans les tissus, localement, vont produire des toxines qui ont des effets généraux. Voilà typiquement un mollet de patient avec un érysipèle. Vous voyez que par rapport au mollet sain, ça fait un peu culturiste. Bien, c'est extrêmement douloureux, c'est une urgence. Et malheureusement, c'est une intoxination, c'est-à-dire que la bactérie est responsable naturellement de l'infection, mais c'est la production de toxines qui est importante. Donc si vous traitez avec des antibiotiques, vous allez très facilement tuer la bactérie, mais il va y avoir une persistance de la toxine pendant quelques jours. Et on a souvent l'impression, quand on traite son premier érysipèle, que le traitement n'a pas été efficace au bout de 48 heures, ce qui est en général le cas avec les antibiotiques. Parce qu'il y a persistance de la toxine, il faut se donner le temps de voir la guérison survenir. Donc on a vu impétigo, érysipèle. De temps en temps, et ça c'est encore lié à des souches plutôt qu'à l'espèce elle-même, des souches plus virulentes que les autres, on a des atteintes tissulaires profondes, des plans sous-cutanés et musculaires en particulier, avec des cellulites nécrosantes, d'où le nom qu'ont pris certains streptocoques, dans la presse en tout cas, de streptocoques mangeurs d'hommes. Ça donne ces cellulites nécrosantes, extensives, gravissimes, d'évolution très rapide et conduisant souvent à la mort. Quelques images qui
qui sont assez difficiles à supporter. Vous voyez ici un véritable écorché, une nécrose cutanée, sous-cutanée, musculaire. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, ça sont les côtes du patient, ça c'est sa cuisse, ici. Tout l'abdomen est entièrement attaqué par la bactérie. Et là, vous avez ces souches qui donnent des infections gangréneuses qui font de véritables trous dans les muscles. Alors ça, ce sont des souches particulièrement équipées de facteurs de virulence. Et ce sont des pathologies qui peuvent toucher absolument n'importe qui. Il suffit d'une petite excoriation et une contamination avec la bactérie pour donner ce tableau extrêmement spectaculaire. Plus bénigne et malheureusement plus fréquente, des surinfections de plaies. Streptococcus pyogenes, c'est un germe de l'oropharynx. On contamine très facilement des plaies et on a des surinfections de plaies fréquentes. Et ceux d'entre vous qui passeront en dermatologie ici auront l'occasion de rencontrer cette bactérie contagieuse et surinfectant les plaies des patients, notamment les escarres de décubitus. On a des abcès aussi, occasionnellement des panaries. Panaries, je vous rappelle que c'est quand même plutôt staphylococcique. Et puis une pathologie historique, mais que vous devez connaître, c'est votre culture générale, la fameuse fièvre puerpérale. La fièvre puerpérale, c'est la fièvre qui touche la maman juste avant l'accouchement. Et c'est historiquement la grande infection du péripartum. C'est l'infection que l'illustre médecin Semmelweis, le précurseur de l'hygiène hospitalière, a réussi à combattre en démontrant que les sages-femmes qui se lavaient les mains à Vienne au XIXe siècle ne transmettaient pas cette infection, alors que les médecins qui faisaient ça, qui opéraient et qui accouchaient les patientes en costume 3 pièces et sans se laver les mains, eux transmettaient la maladie. Donc c'est une maladie historique, mais c'est une maladie qui malheureusement a des résurgences. Et en ce moment, sur le CHU, on est dans une situation qui n'est pas épidémique, mais plutôt endémique, avec de nombreux cas de fièvre des mamans, mais éventuellement ensuite des nouveau-nés, dus à Streptococcus pyogenes, et non pas à Streptococcus agalaxiae qu'on va voir maintenant, qui est l'agent assez universel d'infection néonatale. Donc retenez ce terme de fièvre puerpérale, et bien que puer en latin veuille dire l'enfant, c'est une fièvre de la maman. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic bactériologique de l'infection ? Eh bien, on va aller prendre les bactéries là où elles sont. S'il y a des lésions de type impétigo suintante, il suffit de faire un prélèvement local, c'est extrêmement riche en bactéries. En revanche, dès que les infections sont systémiques, ce sera l'hémoculture qui portera le diagnostic. Comme pour les autres streptocoques, préférentiellement une incubation en anaérobiose ou sous atmosphère enrichie en gaz carbonique, et on va obtenir des colonies bêta-hémolytiques. Voilà ces fameuses colonies bêta-hémolytiques. Vous voyez que la colonie est au centre, il y a un vaste halo de bêta-hémolyse. Il n'y a quasiment aucune autre bactérie qui donne cet aspect-là. Et il suffit ensuite d'aller agglutiner grâce aux anticorps de Lancefield, au sérum de Lancefield. On prend des petites suspensions laiteuses, ce sont des latex qui sont sensibilisés avec les anticorps des différents sérotypes. Mais vous voyez que le latex reste homogène pour les sérotypes B, C, D, F, G. En revanche, en présence de Streptoa, il y a une agglutination des bactéries et des anticorps dans ce puits. C'est un test extrêmement simple qui prend quelques secondes. Donc sur l'aspect bêta-hémolytique et ça, on a le diagnostic. C'est un diagnostic extrêmement rapide, il n'y a pas de galerie d'identification à faire, c'est vraiment très simple. Heureusement, c'est un diagnostic d'urgence. Donc naturellement, catalase négative, parce que c'est un streptocoque, ça ne fait pas de mal de le rappeler. Autre chose, on fait un antibiogramme, mais l'antibiogramme est à peu près toujours le même, notamment en ce qui concerne la sensibilité aux bêta-lactamines et à la pénicilline G. La pénicilline G est le traitement de référence des infections à Streptoa. Il n'existe pas de Streptococcus pyogenes, streptocoque du groupe A, qui soit résistant à la pénicilline G. Si vous avez un diagnostic de Streptoa et une résistance à la pénicilline G sur l'antibiogramme, c'est qu'il y a un problème au laboratoire. Voilà. Alors en revanche, il y a plein d'autres antibiotiques comme les macrolides, les cyclines, qui sont de sensibilité inconstante puisque les souches sont devenues résistantes avec le temps. Mais néanmoins, ça reste sensible à la pénig. Le gros avantage, c'est qu'on a un diagnostic très rapide. Vous avez vu une simple agglutination et l'aspect des colonies.
Et dès que vous avez ce résultat-là, que vous recevez du laboratoire ce résultat-là, vous pouvez immédiatement mettre en route le traitement par pénicilline G, c'est le traitement de référence. Malheureusement, il y a un certain nombre de patients qui tolèrent mal la pénicilline G, et pour cela, bien, il faut attendre le résultat de l'antibiogramme. Lorsqu'on a des pathologies spectaculaires, comme les fascites nécrosantes qu'on a vu tout à l'heure, les scarlatines, des syndromes du choc toxique, alors maintenant on a à notre disposition au niveau diagnostic des recherches spécifiques par PCR des gènes des différentes toxines et qui peuvent avoir une grande importance pour tracer des souches potentiellement très pathogènes. Et puis dernière chose, ça c'est une particularité pour l'instant unique du diagnostic qui échappe maintenant au laboratoire de biologie en partie, puisqu'il se fait directement dans le cabinet du médecin, c'est la détection directe d'antigènes du groupe A à partir de la gorge de patients présentant une angine. C'est une recommandation officielle maintenant de tester directement au cabinet du médecin en s'affranchissant du résultat du laboratoire. Ça coûte moins cher à la sécurité sociale et le pouvoir prédictif, le pouvoir diagnostique est à peu près comparable à une culture. Naturellement, ça ne donnera pas l'antibiogramme. Donc c'est un petit kit que les généralistes, ou les spécialistes d'ailleurs, ont dans leur réfrigérateur, avec différents réactifs, contrôle positif, contrôle négatif, mais la base, c'est cette bandelette qui est imprégnée d'anticorps, et notamment d'anticorps anti-streptocoque du groupe A. Donc si, lorsqu'on a écouvillonné, en lui faisant très mal la gorge d'un patient, il y a du strepto-A sur l'écouvillon, eh bien, en déchargeant cet écouvillon dans un tube à essai et en trempant la fameuse bandelette dans ce prélèvement, on va avoir l'apparition d'une bande bleue ici, et cette bande bleue signe la présence d'antigènes streptococciques du groupe A. Le test négatif, lui, est un test dans lequel cette bande bleue n'apparaît pas, les autres bandes étant des bandes de contrôle. D'accord ? Ça se fait très simplement, ça nécessite quand même un prélèvement de qualité, et qui dit prélèvement de qualité, c'est prélèvement qui prend des cellules épithéliales sur les amygdales du patient, et ceux qui seront généralistes parmi vous et qui le feront à leurs patients leur causeront un certain désagrément qui fera qu'ils n'auront peut-être pas très envie de venir vous revoir. Ça fait très mal, quand on a déjà une angine qui fait horriblement mal, d'avoir quelqu'un qui vous arrache l'amygdale avec un coton-tige. Donc ce n'est pas quelque chose de tout à fait anodin, il y a un coup de main à prendre et ça peut être assez mal perçu par le patient. Alors, pourquoi faire autant de battage autour du strepto-A ? On a vu, certaines pathologies sont gravissimes. La plupart des angines bactériennes sont streptococciques, mais surtout, il y a des complications à distance, et ça, c'est une caractéristique de cette espèce-là que n'ont pas les autres streptocoques. Donc, il y a des manifestations inflammatoires à distance qui sont liées à la réponse immune à la primo-infection à Streptococcus pyogenes. Lorsque vous êtes entré en contact avec une souche de Streptococcus pyogenes, vous faites des anticorps. Et ces anticorps, dans certains cas, chez certains patients et avec certaines souches, vont être des anticorps qui vont reconnaître autre chose que les streptocoques, et en particulier des cellules glomérulaires rénales et surtout des cellules cardiaques. L'infection à Streptococcus pyogenes peut donc entraîner une espèce d'infection auto-immune, atropisme rénal ou cardiaque, comme si on produisait des auto-anticorps. Et l'interaction entre cellules glomérulaires ou cardiaques et ces anticorps entraîne l'activation du complément, formation de complexes humains, dépôt des complexes humains sur les tissus et finalement des anomalies fonctionnelles importantes du rein et ou du cœur. Deux pathologies principales, deux complications principales qui font suite à l'angine streptococcique notamment. Et la première, la plus importante, c'est le rhumatisme articulaire aigu. Ça se traduit initialement dans les semaines qui suivent une angine par une polyarthrite, des grosses articulations, mais ce n'est pas le plus ennuyeux. Ce qui est ennuyeux, c'est l'atteinte cardiaque irréversible, une atteinte myocardique, péricardique, valvulaire, et éventuellement, dans certains cas graves, qu'on ne voit plus maintenant, mais qui existaient notamment au XIXe siècle, une atteinte neurologique qu'on appelle la chorée de Sydenham. Alors ça survient donc dans les semaines qui suivent une angine, et semble-t-il,
liées à certaines souches, des souches qu'on ne trouve plus maintenant dans les pays industrialisés. Donc c'est une pathologie qu'on a tendance à oublier un peu, sauf quand on a à prendre en charge des patients d'origine géographique différente, et en particulier d'enfants du tiers-monde, et c'est la première cause de cardiopathie infantile dans le monde. Donc ça reste vraiment un énorme problème de santé. À côté du rhumatisme articulaire aigu, RA, donc retenez bien que c'est une pathologie cardiaque essentiellement, beaucoup plus que rhumatismale. La deuxième pathologie, c'est la glomérulonéphrite aiguë. C'est une atteinte rénale qui survient 2 à 3 semaines après une angine ou une infection cutanée de type impétigo ou érysipèle et qui peut évoluer chez certains patients vers une insuffisance rénale qui, elle, est irréversible. Il y a 2 autres manifestations, enfin en tout cas une autre qui est l'érythème noueux. L'érythème noueux, vous le verrez, on en reparlera au cours de différentes infections bactériennes. C'est une réaction probablement auto-immune avec la formation de nodules sous-cutanés, au-dessus de plans musculaires, au-dessus de plans osseux, des nodules qui sont rouges, violacés, qui sont douloureux, migrants, et qui sont en général des complications post-infectieuses et notamment post-streptococciques. On avait parlé du syndrome de Kawasaki comme d'une pathologie éventuellement super antigénique secondaire à des infections à staphylocoque. Eh bien, les streptocoques du groupe A ont également été impliqués comme agents potentiels de l'apparition du Kawasaki. Alors vous imaginez bien que pour faire le diagnostic de ça, on est longtemps après l'infection initiale, il n'y a plus d'angine, il n'y a plus d'érysipèle, il n'y a plus d'impétigo. Donc le diagnostic va être rétrospectif, et il va être rétrospectif de la seule façon possible, c'est-à-dire la mise en évidence d'anticorps dirigés contre les streptocoques. 2 types d'anticorps, les anti-streptolysine O. La streptolysine O, c'est l'enzyme qui fait l'hémolyse sur les boîtes de Petri, mais aussi qui abîme les cellules dans tous les phénomènes pathogènes. Donc streptolysine O est écrit là-bas. ASLO, anti-streptolysine O. Et puis, puisque ces streptocoques produisent également des désoxyribonucléases, on a des anticorps spécifiques du strepto-A qui s'appellent des antistreptodornases pour désoxyribonucléases, donc ASD et ASLO. Donc c'est une demande très spécifique si un patient se présente avec une glomérulonéphrite aiguë ou un rhumatisme articulaire aigu que vous pensez être consécutif à une infection streptococcique. Beaucoup plus rapidement, et ça c'est un catalogue, les autres streptocoques bêta-hémolytiques, eh bien plusieurs autres espèces, Equi, Equisimilis, dysgalaxiae, se comportent comme un strepto-A pour la pathologie aiguë, c'est-à-dire pour les infections cutanées, pour l'angine notamment. C'est une pathologie qui est indifférenciable de la pathologie à Streptococcus pyogenes. En revanche, il n'y a pas de scarlatine. Ces souches-là ne produisent pas de toxines super antigéniques et il n'y a pas de complications post-streptococciques, ce qui est quand même très important. Deuxième groupe de streptocoques bêta-hémolytiques qui n'ont rien à voir avec les précédents cette fois-ci, ce sont des petits streptocoques que nous avons tous dans la bouche, plus exactement dans le sillon qui sépare nos gencives de nos dents. Ce sillon gingivo-dentaire est très riche en bactéries de toutes sortes, et il y a des petits streptocoques qui vivent là-dedans. Et certains de ces streptocoques, lorsqu'ils se trouvent loin de leur base, et en particulier dans des tissus, c'est par exemple sont des bactéries qui surviennent après des morsures humaines, on mord son voisin, et on lui plante du Streptococcus anginosus sous la peau, eh bien, il va développer éventuellement un phlegmon ou un abcès dû à ces bactéries. Donc des bactéries vraiment commensales, mais avec un pouvoir pathogène authentique lorsqu'elles pénètrent dans des tissus lésés. Et là, elles sont très difficiles à déloger, bien qu'elles soient incroyablement sensibles aux antibiotiques. Ce sont des tout petits streptocoques, souvent bêta-hémolytiques, souvent agglutinants en F, selon la classification de Dansfield. Et là encore, le diagnostic, il va se porter sur la culture à partir d'un prélèvement du site infecté. Dernier streptocoque bêta-hémolytique,
un pathogène authentique et lui avec un spectre très différent des autres, c'est Streptococcus agalaxiae, l'unique représentant humain des streptocoques du groupe B. C'est un grand pathogène animal, un peu comme le staphylocoque doré, il donne des mastites et des mammites dans le cheptel bovin. Mais chez l'homme, c'est un commensal du tube digestif et du tractus génital féminin. Le portage génital féminin est entre 5 et 16% selon les études, portage constant, mais on sait que sur des études plus larges de portage discontinu, à peu près 8 femmes sur 10 portent à un moment ou à un autre de leur vie du strepto-B au niveau vaginal. Il est absolument inoffensif à cet endroit-là, sauf dans un cas, eh bien, c'est au moment précis de l'accouchement. Au moment précis de l'accouchement, une femme lourdement colonisée au niveau vaginal, c'est pas de chance à ce moment-là, va malheureusement provoquer l'ingestion ou l'inhalation au moment du passage de la filière par le nouveau-né. Elle va provoquer l'inhalation de la bactérie et l'envahissement pulmonaire. Il va y avoir 2 pathologies qui découlent de ça, qui sont très différentes dans leur présentation. Elles s'appellent le syndrome précoce et le syndrome tardif. Le syndrome précoce survient en général 24 à 48 heures après l'accouchement. Donc je vous le rappelle, l'enfant sort, respire un bon coup de strepto-B au moment où il passe la filière, ou bien inhale le strepto-B ou l'avale, et notamment s'il est immunodéprimé, notamment s'il est prématuré, le streptocoque va se multiplier. On ne sait pas pourquoi seulement à cet âge de la vie il se multiplie, mais c'est l'objet de recherches nombreuses à l'heure actuelle. Ça va donner une infection gravissime. Et cette infection gravissime, c'est essentiellement une pneumonie initialement, suivie d'une septicémie. Et si la septicémie est suffisamment importante, il peut y avoir un passage de la barrière hémato-encéphalique et production d'une méningite. Ce sont des méningites qui sont à 10 à 15% mortelles, mais qui, lorsqu'elles ne le sont pas, ont de fortes chances de laisser d'importantes séquelles, même une fois guéries. Alors, il y a un dépistage et un diagnostic qui se fait le plus rapidement possible. C'est une des grandes urgences des laboratoires de bactériaux sur des prélèvements périnataux, en particulier sur le liquide amniotique, sur le liquide gastrique, le premier liquide du tube digestif du bébé. Et il y a une possibilité, lorsqu'on sait que les mamans sont contaminées pendant la grossesse, c'est en cas de souffrance maternelle ou fœtale au moment de l'accouchement, on injecte un antibiotique à la maman et il va y avoir un passage via la circulation au fœtus, ou en tout cas au nouveau-né, tant que le cordon ombilical n'est pas coupé, qui va prévenir l'infection. C'est une prophylaxie très originale qui n'existe pour aucune autre bactérie et aucune autre infection. Donc on injecte à la maman une dose, l'antibiotique c'est le clamoxyle, l'amoxicilline, et ça prévient l'infection chez le nouveau-né. Le deuxième syndrome, c'est un syndrome plus tardif, qui en général est issu d'une contamination un peu plus tardive. Ce n'est pas au moment du passage de la filière, c'est la maman qui est colonisée. Elle peut être colonisée au niveau cutané notamment, et l'enfant va avaler ou inhaler du streptocoque un peu plus tard. Et là encore, s'il est un peu fragilisé, il va éventuellement faire une septicémie, éventuellement une méningite. Le pronostic est meilleur dans ce cas-là et les séquelles sont moins nombreuses, la maturité des enfants étant supérieure. D'accord? Donc vraiment 2 pathologies très très différentes de ce qu'on vient de voir avec les streptocoques bêta-hémolytiques des groupes ACG et Milry. Et puis deuxième partie du spectre de l'infection à streptocoque du groupe B, ce sont des infections du sujet âgé et en particulier de sujets fragilisés comme les diabétiques, spécifiquement les diabétiques, les patients qui sont traités pour des tumeurs, pour des cancers et notamment des tumeurs solides. Et là, ça peut donner des infections gravissimes. C'est finalement une infection des âges extrêmes de la vie. Et il faut une fragilisation du patient, mais ça peut donner des infections extrêmement graves. Par exemple, des endocardites, des septicémies. Et quand elles sont établies, notamment les septicémies, elles sont souvent mortelles. Donc vraiment une bactérie très particulière dans cet exposé. Alors maintenant, on va dire un mot de bactéries qui sont essentiellement des colonisants du tube digestif. Nous en avons tous des quantités gigantesques dans le tube digestif, en particulier des entérocoques. Toute notre alimentation est très riche en entérocoques. Streptococcus bovis, c'est à peu près la même chose. Donc vraiment de grandes bactéries commensales, très peu équipées de facteurs de virulence, qui ont la caractéristique de grouper en D. Ça, on l'a vu.
Les deux grandes espèces s'appellent Enterococcus faecalis et Enterococcus faecium. Elles sont présentes dans le tube digestif, pour vous donner une idée, en quantité à peu près 10 fois supérieure à celle des entérobactéries, comme Escherichia coli. Donc il y en a des quantités énormes. Le pouvoir pathogène est extrêmement faible. Néanmoins, en cas de perforation digestive, on peut avoir des péritonites à entérocoque. Et en cas de lésion digestive, notamment en cas de polype saignant, en cas de cancer digestif, on va avoir possiblement des passages, des translocations dans la circulation générale. Et là, les entérocoques ont un pouvoir pathogène un peu particulier qui est d'aller se fixer sur des valves cardiaques, surtout quand elles sont altérées, et ça va donner des endocardites. Alors ça donne des endocardites comme d'autres bactéries provoquent des endocardites. Mais là, l'inconvénient, on va le voir dans un instant, c'est que les entérocoques sont naturellement résistants à beaucoup d'antibiotiques, donc ce sera très difficile à traiter. Donc l'endocardite, c'est quand même le pouvoir pathogène essentiel des entérocoques et de Streptococcus bovis. De plus en plus, en raison de la pression de sélection des antibiotiques dans les établissements de soins, et étant donné que les entérocoques sont assez résistants aux antibiotiques, voire très résistants, eh bien on va avoir des patients qui vont être lourdement colonisés par des entérocoques et presque uniquement par des entérocoques, et on va avoir des infections secondaires nosocomiales, infections urinaires, infections sur cathéter, qu'il faut prendre en compte, bien que vraiment ce soit des bactéries peu pathogènes. Alors Streptococcus bovis est très sensible aux bêta-lactamines, y compris à la pénicilline G. Streptococcus bovis donc, se rencontre relativement rarement, mais se rencontre dans des contextes d'endocardite ou de septicémie avec endocardite. Et ça, c'est une petite règle que vous pouvez noter qui n'est pas sur la diapositive. Une bactériémie à Streptococcus bovis ou une endocardite, a fortiori à Streptococcus bovis, doit impérativement vous faire pratiquer une coloscopie chez le patient pour dépister un cancer colique. Il y a une association très très nette entre polype grave colique et cancer colique et infection à Streptococcus bovis. Probablement parce que la muqueuse est très fragilisée. Alors le problème des entérocoques, c'est leur résistance. Et ça, je vous demande, si vous ne retenez qu'une chose, retenez qu'ils sont naturellement résistants aux céphalosporines. Les streptocoques sont très sensibles à toutes les pénicillines à peu près et toutes les céphalosporines. Le traitement de référence est souvent une céphalosporine de 3e génération. Et malheureusement, le défaut des entérocoques, la raison pour laquelle ils donnent tant d'infections nosocomiales, c'est qu'ils sont résistants aux céphalosporines de 3e génération, qui sont souvent le premier rideau antibiotique quand on n'a pas d'idée sur ce qu'on doit mettre pour traiter une infection. Donc vous traitez avec du claforan, du céphotaxime ou avec de la rocéfine, une pathologie quelconque, il faut que vous sachiez que le tube digestif de votre patient ne sera à peu près ensuite constitué que d'entérocoques. Donc si ce tube digestif est lui-même fragilisé, vous avez des chances que les entérocoques transloquent et donnent une infection grave de type endocardite. Et puis, pour ne pas arranger les choses, depuis une quinzaine d'années, on a vu émerger des entérocoques résistants aux glycopeptides. Je vous renvoie au cours sur la résistance aux antibiotiques et au tout dernier chapitre. Cette résistance aux glycopeptides est particulièrement préoccupante aux États-Unis. C'est un véritable problème de santé publique. Là, on n'a plus rien pour traiter les patients. Un mot sur les streptocoques dits viridans. Les streptocoques verts, parce qu'ils sont alpha-hémolytiques, qu'on trouve dans la gorge. Nous en avons tous des kilotonnes dans la gorge. C'est la flore essentielle de notre oropharynx. Je ne vous parle pas de ce qu'on se transmet quand on s'embrasse. Et plus c'est mouillé, plus il y en a. Ce sont des streptocoques qui sont non pathogènes, vraiment des commensaux. En général, ils sont non groupables, exception faite streptocoques du groupe C. Il y a plein d'espèces, les plus connues, si vous les voyez apparaître dans des livres ou dans la littérature, sont Mytis et Sanguis. Il y en a plein d'autres. Et comme souvent quand je vous parle d'espèces non pathogènes, eh bien, je vous présente les exceptions. Eh bien, dans certains cas, ces streptocoques viridans vont provoquer des infections graves. 2 cas essentiellement. La première, c'est chez des gens qui ont des problèmes dentaires. À chaque fois qu'on se brosse les dents, vous savez peut-être ça, à chaque fois qu'on se brosse les dents, un peu violemment notamment, on fait une bactériémie transitoire avec les bactéries qu'on a dans la bouche. C'est normal, si on fait saigner ces muqueuses, il y a des bactéries qui vont passer dans le sang. Elles vont être éliminées rapidement. Eh bien, chez certains patients, notamment des patients qui ont des anomalies valvulaires cardiaques, eh bien, comme pour les entérocoques, les bactéries vont se greffer sur les valves cardiaques et donner des endocardites subaiguës
donc d'établissement extrêmement lent. Et c'est ce qu'on appelle, de façon typique, la maladie d'Osler. L'endocardite d'Osler, c'est dû à ces streptocoques très peu virulents de l'oropharynx. Alors avec des signes cutanés, un faux panari, une espèce d'édème, ou en tout cas d'érythème au bout des doigts, des images cornéennes, des images rétiniennes caractéristiques parce que la végétation qui va se constituer lentement va relarguer des emboles septiques très rapidement. Et ces emboles septiques vont se retrouver notamment au niveau du fond d'œil. Donc des bactéries qui, en général, présentent aucun pouvoir de virulence, mais là, en l'occurrence, un. Et puis, deuxième catégorie d'infection, qui ne figure pas sur la diapo, mais j'y pense maintenant, très important, on sait que chez les sujets qui sont traités dans des pathologies tumorales avec des drogues qui sont très agressives pour les muqueuses, en particulier l'aracitine, on va avoir des délabrements des muqueuses suffisants pour que les bactéries passent dans la circulation sanguine. Comme ces patients sont souvent aplasiques ou en tout cas leucopéniques, ils n'ont aucun moyen de se défendre contre ces bactéries qui sont inoffensives en général, mais qui là ne le sont plus. Et les streptocoques viridans sont l'un des tout premiers agents responsables de mortalité chez le neutropénique fébrile. Donc cette diapositive sur les streptoviridans me permet de passer à un cas particulier de streptocoque de bouche génétiquement extrêmement proche de ceux-ci, mais qui a acquis des facteurs de virulence spécifiques, c'est le pneumocoque. Et on va conclure avec le pneumocoque. Alors le pneumocoque, c'est une bactérie qui est au moins aussi importante que le streptocoque du groupe A, Streptococcus pyogenes. Elle est responsable d'infections non seulement fréquentes, mais de complications extrêmement graves. La caractéristique du pneumocoque, c'est d'être surtout présent sous forme de diplocoque. Ce que vous les voyez ici. Ils sont en tandem la plupart du temps. Et je pense, si vous avez de bons yeux, vous voyez sur cette lame qui représente un pu, vous voyez plein de polynucléaires ici, avec ici beaucoup de débris cellulaires. Eh bien, vous voyez que chaque pneumocoque est entouré d'un grand halo plus clair. Est-ce que vous voyez bien ça ici, ces zones plus claires? Eh bien, cette zone plus claire qui entoure le pneumocoque, c'est une très très épaisse capsule. Et qui dit capsule, dit impossibilité pour les anticorps de reconnaître le pneumocoque. Et rien que sur cette diapositive très simple qu'on obtient dans n'importe quel prélèvement de pneumonie à pneumocoque chez un patient, eh bien, on a une idée du principal facteur de virulence du pneumocoque, une espèce de capsule, elle est chargée électronégativement, elle repousse les anticorps ne se fixent pas dessus, la bactérie se multiplie et a un effet pathogène rapide et très délétère. Alors, diplocoque à gramme plus, on les décrit typiquement comme lancéolés, imaginez en forme de pointe de flèche ou de flamme de bougie, peu importe, c'est une expression couramment rencontrée. Capsulés, ce sont des bactéries extrêmement fragiles. C'est paradoxal, ce sont probablement les bactéries qui poussent le plus vite. Un prélèvement de patients ensemencés à 8 h du matin, à 4 h de l'après-midi, les bactéries ont poussé déjà en très grande quantité. Mais la particularité de cette bactérie, c'est de pousser très vite. Elle a peu d'occasions dans sa vie de pousser très vite. Elle vit dans la gorge. Elle est confrontée à une concurrence incroyable des centaines d'espèces qui sont présentes dans la gorge. Et quand par hasard, elle se trouve en situation de se diviser, elle se divise à toute vitesse. C'est le cas au laboratoire quand on la met sur une boîte de pétri ou dans un tube de bouillon de culture. Et là, elle se divise super vite et pour ça, elle casse son peptidoglycane pour pouvoir l'agrandir. Vous vous souvenez de peptidoglycane, la paroi, c'est une espèce de mur ou de grillage. Pour l'agrandir, il faut d'abord le couper et ensuite l'allonger. Eh bien, cette bactérie a des autolysines, des enzymes qui cassent son peptidoglycane dès que l'occasion se présente pour pouvoir l'agrandir. Eh bien, souvent, ces autolysines prennent le pas sur la construction du peptidoglycane et les bactéries se suicident très rapidement. C'est pour ça qu'on a relativement souvent des prélèvements qui sont positifs à l'examen direct, pleins de pneumocoques, comme celui que vous voyez ici, qui est l'image qu'on a vue tout à l'heure, plein de pneumocoques et qui, malgré ça, vont pousser très difficilement ou pas du tout, parce que les bactéries poussent très très vite dans les premières heures, mais ensuite lisent spontanément. Donc c'est une culture qui est un peu délicate.
et qui doit être faite dans de bonnes conditions, en particulier sous une atmosphère carbonique, sous CO2. Les colonies sont alpha-hémolytiques, elles ont un aspect très typique que j'essaierai de vous montrer au TP, qui est dû à la capsule, elles sont très brillantes, la capsule donne un aspect très muqueux. Le pneumocoque est une espèce qu'on ne rencontre que chez l'homme. Le portage oropharyngé est extrêmement fréquent, tous les petits-enfants portent ça au moins au moment de l'hiver, et dans cet amphithéâtre, il est probable que 60% au moins des gens portent du pneumocoque sans avoir aucun effet délétère. Il existe une grande variété de sérotypes capsulaires du pneumocoque, et cette grande variété explique qu'on puisse faire des infections récidivantes à pneumocoque. Ce n'est pas parce qu'on a fait une infection à pneumocoque dans sa vie qu'on est immunisé. Il y a plein de sérotypes capsulaires différents, et quand on a fait une infection à l'un de ces sérotypes, eh bien, on n'est protégé que contre celui-là. Mais il y a un tel contact avec une telle variété de souches de pneumocoque dans l'espèce humaine, qui est liée essentiellement à l'échange via la salive, lorsqu'on se parle notamment, qu'on obtient une immunité protectrice dès l'âge de 3 à 6 ans, au pire à 12 ans. Et rares sont les infections à point de départ oropharyngé qui surviennent après cet âge-là, sauf, malheureusement, lorsqu'on est colonisé par une souche particulièrement capsulée. Et on va voir ce que ça donne. Donc les infections pneumococciques, du fait de cette immunisation, vont être surtout fréquentes aux âges extrêmes de la vie, mais retenez bien que ce ne sont pas que les âges extrêmes de la vie quand même. En général, une auto-infection à partir de l'oropharynx, on est colonisé et il va y avoir une infection. Très souvent, un facteur déclenchant qui est une infection virale respiratoire initiale. Et ce qui est le plus important, en tout cas le plus prévalent, c'est l'otite moyenne aiguë du nourrisson. Le pneumocoque est la première cause bactérienne d'otite moyenne aiguë. La deuxième, c'est Haemophilus influenzae. Naturellement, là encore, les otites de l'enfant sont essentiellement des pathologies virales. On peut avoir des sinusites, et puis, si l'extension est vers le bas, on peut avoir des infections respiratoires basses, dont la plus célèbre est la fameuse PFLA, pneumonie franche lobaire aiguë, qui, elle, peut survenir absolument chez n'importe qui, et en particulier chez des sujets jeunes et en parfaite santé comme vous. De façon caractéristique, vous en entendrez parler, c'est une pathologie très facile à diagnostiquer. C'est une douleur chez un sujet en bon état, en général en hiver, une douleur en coup de poignard, un crachat ou deux qui sont couleur framboise, des crachats vraiment sanglants, et ensuite un tableau fébrile avec frissons qui, en général, conduit directement chez le médecin ou plus vraisemblablement aux urgences. Et ça, c'est la pneumonie franche lobaire aiguë du sujet jeune, vraiment une pathologie facilement diagnosticable. À côté de cette forme caractéristique, il y a toutes sortes d'infections pulmonaires et en particulier des surinfections de bronchopneumopathie obstructive chronique. Tous les gens qui sont insuffisants respiratoires risquent l'infection à pneumocoque. Et puis, dans les cas plus ennuyeux, on a des localisations pleurales avec des pleurésies purulentes difficiles à traiter. Ça, ce sont les infections classiques. Mais ce qui est le plus grave, c'est l'une des conséquences des infections soit septicémiques, soit localisées notamment dans l'oreille, qui sont les méningites à pneumocoque. La méningite pneumococcique est d'une part une des méningites bactériennes les plus fréquentes, mais c'est surtout l'une des plus difficiles à traiter. C'est une de celles qui répond le moins bien aux antibiotiques et elle est grevée d'un fort pourcentage de décès. Alors à côté de ça, toutes sortes de localisations sont possibles, conjonctivites, même des endocardites, des péritonites, des septicémies. C'est vraiment une bactérie qui, à partir du moment où elle est présente chez la plupart des sujets, est capable de donner des infections dès qu'il y a fragilisation. Un point important qui sort un peu du cadre strict de ce cours, c'est le traitement des pneumococcis. Vous le reverrez naturellement en stage clinique et puis en cours d'infectiologie. Néanmoins, j'ai voulu vous donner quelques idées parce que ce n'est pas toujours très clair. Le traitement curatif de l'infection à pneumocoque, c'est une antibiothérapie bien conduite et rapidement mise en route, notamment pour la méningite. Alors les souches sauvages, les souches tout venant, les souches historiques, sont parfaitement sensibles à la pénicilline G. Malheureusement, plus de 50% des souches que vous rencontrerez en clinique, notamment chez l'enfant,
ont une sensibilité considérablement réduite aux bêta-lactamines. Donc elles ont acquis de la résistance. Et si vous voulez vous reporter au cours sur la transformation avec recombinaison homologue, vous reverrez comment les cibles de la pénicilline G peuvent être modifiées sous forme de protéines chimères, des protéines mosaïques, et qui confèrent la résistance à la pénicilline G. Souvent à cette résistance est associée la résistance aux macrolides, la résistance aux Bactrim, au cotrimoxazole, aux cyclines éventuellement. Donc on se retrouve avec une bactérie qui à l'origine était excessivement sensible aux antibiotiques, c'était très agréable, et qui malheureusement maintenant est très résistante, ce qui en fait, avec les staphylocoques dorés résistants à la méticilline, un des grands problèmes de santé publique, pas à l'hôpital, parce que ce n'est pas une maladie hospitalière, c'est une maladie de la communauté, mais c'est une des grandes préoccupations en termes d'infection. Alors ça c'est vraiment plus pour votre information, mais pour vous donner une idée de la façon dont on traite. Chez un sujet qui fait une pneumonie bronchiale aiguë, la diffusion des bêta-lactamines dans le parenchyme pulmonaire est tellement importante que des posologies moyennes d'amoxicilline vont être suffisantes pour traiter l'infection. Donc même si on a une souche qui est rendue par le laboratoire de sensibilité intermédiaire à la pénicilline, voire même à l'amoxicilline, on va quand même pouvoir donner cet antibiotique. Il y a une vascularisation très importante des territoires et il va y avoir une efficacité clinique dès 50 à 100 mg par kilo par jour. 50 mg par kilo par jour, ça fait 3 grammes à 6 grammes pour un patient de 60 kg. Donc ce n'est pas une très grosse posologie d'amoxicilline. En revanche, si on s'adresse à une pathologie d'un jeune enfant qui vit en collectivité, en crèche par exemple, eh bien là, la situation est différente. On a d'une part une mauvaise diffusion des antibiotiques au niveau de tissus qui sont moins vascularisés, et d'autre part, toutes les souches ou presque sont très résistantes à la pénicilline et à l'amoxicilline. Donc dans ce cas-là, on va être forcé de passer à une céphalosporine de 3e génération. Si l'infection est très préoccupante, on va donner une céphalosporine de 3e génération par voie parentérale, ce sera la ceftriaxone, nom de spécialité Rocephin. Si c'est un peu moins grave, il existe des molécules de la même famille qui peuvent se donner péros. Elles sont moins actives, mais elles peuvent se donner péros. En particulier le cefpodoxime, dont le nom de spécialité est Orelox. Si on prend la même souche, mais qu'elle a donné une méningite, cette fois-ci, alors le schéma thérapeutique est complètement différent parce que pour atteindre les pneumocoques qui se trouvent dans le liquide céphalorachidien, il faut donner des quantités gigantesques d'antibiotiques. On passe d'emblée à une céphalosporine de 3e génération injectable, c'est en général le claforan ou la Rocephin, et là c'est 50 à 100 mg par kilo par jour, ce sont des posologies sévères. On peut monter chez l'enfant, selon certaines recommandations, jusqu'à 300 mg par kilo par jour de céphotaxime, ce qui est absolument gigantesque. Et comme il commence à y avoir des souches qui sont résistantes au céphotaxime, on va donner dans un premier temps, jusqu'à ce qu'on ait l'antibiogramme, de la vancomycine qui, à ce jour, est un médicament constamment actif sur toutes les souches. Donc les recommandations actuelles, qui ne dépendent pas du résultat du laboratoire, qui dépendent simplement du fait que vous pensez que votre patient a une méningite à pneumocoque, sont une céphalosporine de 3e génération à forte posologie et de la vancomycine. Ensuite, après 48 heures, quand on a le diagnostic, on fait une adaptation thérapeutique. Dernier point, il existe maintenant un diagnostic rapide, notamment pour la méningite, il a une grande importance, mais aussi pour les pneumonies. Il existe un diagnostic rapide que je n'ai pas mentionné jusqu'à maintenant, qui est la présence d'antigènes solubles urinaires. Lorsqu'un patient fait une infection grave à pneumocoque, il y a en général une infection sanguine, un passage sanguin de la bactérie. Et ce passage sanguin de la bactérie va se traduire par une dégradation des bactéries, par les polynucléaires ou les macrophages par exemple, et l'excrétion dans les urines de certains antigènes qui sont hydrosolubles. Et dans les urines, on peut diagnostiquer très rapidement par des petites réactions qui ressemblent à la bandelette des streptocoques qu'on a vu tout à l'heure, on peut détecter la présence d'antigènes solubles de pneumocoque. C'est un test extrêmement simple à faire qui malheureusement coûte très cher. Mais on a tendance de plus en plus, en urgence, quand on a un patient qui a une pathologie pulmonaire, à se dire j'ai un diagnostic qui me permet en 5 minutes d'avoir une réponse pneumocoque ou pas pneumocoque, alors on fait ce test. Je pense que votre génération
utilisera très très largement ces tests. Je vous demande simplement de retenir que quand on fait ces tests-là, on a un diagnostic, mais on n'a pas la bactérie. Et si on n'a pas la bactérie, on n'a pas l'antibiogramme. Or, pour le pneumocoque, l'antibiogramme est absolument fondamental. Donc, n'oubliez pas, lorsque vous pratiquez ce type de test rapide, de faire également des prélèvements avant la mise en route du traitement pour donner une chance au laboratoire de faire pousser la bactérie et pour vous donner une chance d'avoir un antibiogramme 2 jours après. Ok, c'est la conclusion de ce cours très dense. Vous connaissez très bien Piogénès, vous connaissez très bien Pneumoniae, c'est vraiment ce que je vous demande. Ok, je suis à votre disposition pour les questions. Tous les fichiers seront disponibles ce soir. Je suis tout à fait désolé de l'incident qui est arrivé aujourd'hui.